Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce café littéraire intitulé Grandir comme on peut. On va beaucoup parler au cours de cet échange, donc avec Sarah Bourg, avec Vincent Quivy, avec Pauline Perrade. On va parler de transmission aussi, peut-être de difficile héritage familial, comment on se construit malgré la violence, malgré les violences, comment on échappe parfois aussi à la mythologie familiale. J'ai adoré vos 3 romans. C'est vrai que je remercie le festival, m'a permis de les découvrir. C'est vrai que ce sont 3 magnifiques premiers romans, alors qu'ils sont écrits dans des formes, dans des styles différents, bien sûr, mais il y a une grande qualité du texte à chaque fois. Et donc, je vais vous présenter quand même un peu rapidement, mais quand même, c'est important. Pauline Perrade, vous êtes donc dramaturge, je crois, un co-responsable du département écrivain-dramaturge de l'ENSAT. Et L'Âge de détruire, donc, a reçu le prix Goncourt du premier roman. Il est publié aux éditions de Minuit. Je dirais que c'est une sorte de huis clos, on pourrait dire, entre Elsa, 7 ans, 7 ans au début du livre. Au début, la maman achète un appartement, voilà, c'est la première fois de sa vie. Elle se pose beaucoup de questions là-dessus. Voilà. Et assez rapidement, on voit que la nuit, justement, la mère ne dort pas. Et l'enfant est blotti dans son lit, guette ses allées et venues. Les mêmes gestes vont se répéter. Il y a un peu un mélange de terreur et de colère. Donc la fillette doit se construire entre les non-dits et la violence peut-être transmise d'une génération à l'autre. Et donc c'est vraiment un premier roman vraiment magnifique. Sarah Bourg, Maman la nuit, aux éditions, donc c'est Notabilia, mais c'est les éditions Noir sur Blanc. Vous êtes, Sarah, donc vous écrivez pour le théâtre, je crois, aussi, la danse-théâtre. Hein. Vous vous produisez régulièrement sur scène dans des projets où se croisent, on va dire, texte, matière sonore et visuelle. Et donc, ce premier roman, Maman la nuit, a été écrit, je crois, dans le cadre d'un master de création littéraire à Paris 8. C'est bien ça. Et donc, il nous met sur les traces, on va dire, de la vie marginale d'une mère et de sa fille dans une maison isolée, située, on l'apprend en lisant le livre, à la lisière d'une forêt, pas très loin en tout cas, un quotidien. Et là, on retrouve un peu aussi des points importants du livre de Pauline, où les non-dits, le silence sont parfois érigés en vérité, si je puis dire. Silence et donc blessure entre une mère flamboyante, fantasque, mais aussi libre, évidemment, et une fillette donc qui est en quête d'amour maternel. Et donc ça s'appelle Maman la nuit. Vincent Quivy, Ni pleurs ni pardon, c'est aussi votre premier roman aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes donc journaliste et historien, aussi je crois auteur de documentaires pour la radio, c'est bien ça ? Quand j'étais jeune, oui. Quand vous étiez jeune, bah oui, mais il y a très longtemps. c'est un parcours complet. Et vous avez, je crois, publié aussi, plusieurs essais parallèlement. Donc, et là, c'est votre premier roman, Ni pleurs ni pardon. Une histoire assez haletante d'un adolescent, un jeune homme de 17 ans, puisqu'au départ du livre, il a 17 ans, et les chapitres vont additionner son âge, 17 plus 1, 17 plus 2, il va grandir, le lecteur, la lectrice va grandir en même temps que lui, voilà, grandir comme on peut. Donc c'est un adolescent écrasé un peu par son héritage, pris au piège un peu d'une vie de fugitif, isolé, sur une île dont il ignore tout, et donc il va tenter de trouver une issue à cette vie de reclus que ses parents lui imposent, une mère qui attend le retour du père, un père en cavale, qui exige silence et dévotion de la part de son fils. Voilà, donc il y a... Alors, première question qui nous permet que je vous pose à vous 3, c'est quelle a été un peu l'idée de départ, le dessin. Je posais la même question ce matin, mais il faut bien commencer. Je trouve que c'est intéressant de voir comment un premier roman finit par s'imposer à vous. Est-ce que c'était l'idée peut-être, on verra qu'il y a des points communs, il y a des choses qui peuvent se répondre entre vos 2 romans, Pauline et Sarah, mais peut-être aussi avec le vôtre. Il y a cette quête aussi, ce poids de l'héritage familial. Comment on se dégage de cette violence, parfois qui est muette, enfin qui est silencieuse. Quelle a été peut-être, avez-vous eu l'idée d'abord d'un personnage, d'une structure vos 2 univers se rapprochent un peu du conte, je l'ai déjà dit, je crois. Voilà. Et puis Vincent, pareil, même question, comment c'est mis en place ce très beau projet, vos 3 beaux projets littéraires. Voilà. Et j'en ai fini pour le moment. Alors, pour ma part, l'idée de... Il n'y a pas vraiment d'idée de départ. Ce n'était pas une idée d'histoire, ni une thématique, ni une trame narrative vraiment précise. C'était vraiment la voix de cette narratrice. Ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la voix
une voix entre l'enfance et l'adolescence, constituerait à peu près dans cet âge-là. Et c'est en travaillant cette voix que, après, la relation avec la mère est apparue. Les personnages sont apparus au fur et à mesure, mais au début, c'était vraiment cette narratrice. Et ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur ce moment de vie et sur ce langage, cette langue. Voilà, donc c'est pas du tout un sujet au départ. Voilà. Pauline, peut-être même question. Oui, bonjour. Un peu comme Sarah, moi, il n'y avait pas vraiment d'idée précise au départ. C'est venu de plusieurs fils qui ont fini par se croiser, en fait, et pour isoler comme ça un territoire de recherche, de travail un peu précis. Je travaillais autour de ce duo de cette mère et de cette fille en écrivant, en essayant d'enquêter un petit peu par l'écriture sur de quoi leur relation était faite. J'avais un peu pour me guider dans le travail le fait que j'avais écrit des pièces de théâtre avant qui l'une après l'autre, questionnaient la violence, sa représentation, le rapport des femmes à la violence, les violences faites aux femmes, le droit des femmes à s'emparer de la violence, leur portée ou sa non-portée politique et la question d'une violence perpétrée par une femme. Enfin, j'étais un petit peu avec toutes ces hypothèses, toutes ces questions. Et le troisième fil qui a vraiment permis au livre d'apparaître, ça a été le lieu. Quand l'appartement dans lequel emménagent Elsa et sa mère au début du livre est apparu, ça a vraiment permis de le cadrer et j'ai pu l'écrire à partir de là. Vincent Kivy. Oui, je ne vais pas être original. Ni pleur ni pardon. Ouais. Moi aussi, c'est un magma d'idées qui naît peu à peu. Ce que je voulais, moi, essentiellement faire dans ce livre, c'est de raconter l'héritage qu'on reçoit de nos parents et à quel point, au fond, l'histoire de nos parents, voire de nos grands-parents, influe sur notre existence même. Moi, et personnellement, j'ai été très marqué dans mon enfance par l'histoire de mon père qui avait vécu la Seconde Guerre mondiale quand il était enfant, donc bien avant moi qui n'ai pas vécu cette guerre-là, et à quel point cette guerre-là m'avait influencé parce que j'ai grandi dans le traumatisme que lui avait vécu, et de la même façon que ma mère, peut-être ils s'étaient rencontrés à cause de ça, mais ma mère a vécu elle, un traumatisme pendant la guerre d'Algérie, qui est un peu la toile de fond du livre, et pareil, mon enfance a été marquée par une guerre que je n'ai pas connue, je suis né bien après, mais qui a été le fil rouge de mon enfance et du traumatisme qu'elle avait créé, parce que ma mère avait perdu son frère qui avait 20 ans en Algérie, comme mon père avait vu son père être arrêté par la Gestapo dans sa maison, l'arrestation, la torture, la prise d'otage, tout ça, quelque chose que je n'ai pas vécu, que je ne connaissais pas, a complètement bouleversé, au fond, a influé sur ma vie. La raison pour laquelle je suis devenu historien ou j'ai fait des documentaires, c'est à cause de ça. Et donc, c'est quelque chose dont je ne suis pas responsable, que je n'ai pas vécu et qui, pourtant, finalement, guide ma vie encore aujourd'hui. Alors, après, j'ai une question par rapport au choix de la personne. C'est vrai que vos deux romans sont écrits à la première personne. Je simplifie, en gros, c'est quand même ça. Pour Vincent, c'est un peu différent. C'est écrit à la deuxième personne. Il y a un tu qui apparaît d'entrée de jeu et qui va se poursuivre quasiment tout au long du roman avec l'apparition d'un jeu. On n'en dira pas plus vers la fin du livre. C'est assez troublant par rapport à l'identité, justement, qui parle, qui écrit. Bon. Est-ce que du coup c'est important pour vous toutes les deux est-ce que c'est quand on a choix d'une personne que peut-être le roman commence à pouvoir s'écrire? Voilà, question pour Sarah et pour Pauline. Oui, certainement, c'est une question, je pense, primordiale. Là, c'est vrai que je me suis pas posé la question, dans le sens où le jeu est apparu d'emblée et j'ai jamais remis ça en question. Je pense que ce texte n'aurait pas du tout pu exister à la troisième personne. Pour le coup, c'est même né de la première personne, en fait. Donc, je me suis pas posé la question. Mais oui, c'est sûr que c'est très important, je pense, dans un texte, ouais. Vous aviez ce choix de la personne, après ça s'est mis en place. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça qui... Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était non pas un sujet ou une thématique, mais vraiment cette voix qui m'a emmenée dans une narration. Et donc, c'est cette première personne. Et c'est à partir de ce jeu que ça a pu se déployer. Pauline Perrade. Est-ce que... Ouais.
Oui, non, c'est marrant, c'est l'inverse. Moi, je l'ai beaucoup questionné. Enfin, le jeu a fini par s'imposer, mais c'est vrai que le texte est passé du jeu au tu, au elle, enfin, comme une enquête, mais je pense qu'il traduisait la recherche de distance, de mise à distance de l'histoire, enfin, de la violence aussi, sans doute. Et puis la question du regard porté, enfin, qui regarde et comment. Et c'est vrai que j'ai passé des heures à repasser tout le texte, de la première à la deuxième, à la troisième, pour vraiment m'assurer en fait du choix. Voilà. Vous avez testé, vous avez essayé, vous avez oui, c'est ça, vraiment passé au crible. Comme pour changer de perspective, j'ai eu besoin de passer par là. Ouais. C'est le cas, c'est votre premier roman, donc on verra pour les autres. Mais c'est vrai que j'allais vous demander déjà si vous aviez d'autres expériences, mais c'est votre premier livre, donc oui, peut-être que vous avez. Oui. Donc non. Oui, donc non. Vincent, peut-être ce choix de la deuxième personne pour le coup, qui est pas évident. Je rejoins Pauline, c'est-à-dire c'est une recherche sur la distance du personnage en fait. J'avais pas envie, j'avais écrit d'abord à la première personne, donc je m'identifiais au personnage, mais en fait très vite j'en ai pas eu envie parce que notamment parce que son histoire elle est par ellipse au fond. On n'a que certains. L'histoire de ce héros, on ne l'a que par ses carrefours, au fond. À chaque fois qu'il doit faire un choix crucial pour sa vie, il y a un chapitre sur sa vie. Mais le reste, on n'en parle pas. Et du coup, j'avais besoin de le suivre de près, mais pas de m'identifier à lui. Et à la fois, le il, je trouvais que c'était trop impersonnel, justement, par rapport à ça. J'avais besoin de cette proximité, quand même, d'avoir l'impression de le suivre de près, mais pas d'être lui, mais quand même de ne pas être loin de lui, au fond. Et que le lecteur puisse, au fond, suivre ce personnage et être proche de lui par le tu, comme si effectivement c'était quelqu'un qu'il connaissait déjà et qu'il tutoyait parce qu'il le fréquentait et qu'il avait une approche plus facile du héros. Oui, l'importance des lieux. C'est vrai que vous disiez, Pauline Perrade, c'est important cet appartement qu'achète sa maman, qui se pose beaucoup de questions. Donc ça devient une sorte de huis clos. Je l'ai frappé chez vous par cette précision dans l'écriture, dans la description, dans l'évocation. Il y a un côté très clinique parfois, mais pour moi c'est un compliment, un bon sens du terme. Vous y teniez particulièrement à cette exactitude, à vraiment camper, parce que là, on habite, on peut dire aussi les lieux avec, voilà, on est dans les pièces, on imagine bien l'ambiance qui peut y régner. Ça, pour le coup, ça s'est imposé en écrivant. Et je crois que j'ai remarqué en fait que la narratrice portait une super attention aux espaces, aux objets. Et tout en travaillant, je disais, il faut que j'enquête aussi sur qu'est-ce que c'est que cette hyper-vigilance aussi, ou cette observation comme ça, en alerte constante, très, très obsessionnelle, et que ça me raconte quelque chose, en fait. Il faut que je travaille aussi avec pour aller au bout de ce que ça raconte. Donc, évidemment, au début, la première chose qui m'est apparue, c'est que ça racontait l'état d'inquiétude finalement dans lequel l'enfant, parce qu'elle est adulte dans la deuxième partie, mais dans la première partie du livre, H1, H2 et H2, voilà. Dans la première partie du livre, elle a 7 ans, et vraiment de manière assez rapide, ou assez simple. Je dis sa mère change, elle est dans un nouveau lieu, donc elle regarde tout, elle découvre tout. Donc elle a ce regard comme ça, très, très, très ouvert et très, très en appétit, et aussi très en inquiétude sur tout ce qui l'entoure. Et c'est quelque chose qui continue chez la narratrice adulte, mais aussi parce que, alors, par l'écriture ou par l'histoire ou par je ne sais pas trop quoi, finalement le lieu est le dépositaire de la mémoire. En fait, je pense que c'est vraiment pour moi un aspect très important du livre, à savoir la question des témoins, et donc de la mémoire des violences intrafamiliales, surtout dans le cas d'un duo mère-fille, enfin d'un enfant seul avec un adulte, où finalement la mémoire de l'enfant peut se réécrire
c'est une autre forme d'abus, quoi, de réécrire un peu en live et a posteriori la mémoire des enfants. Non, c'est pas vraiment ce que tu as vécu, leur faire croire que c'était autre chose. Enfin, l'adulte peut réécrire à foison ce qu'il veut. Et le combat d'Elsa, de la narratrice, c'est aussi un combat pour sa propre mémoire. Et ses alliés dans ce combat-là, ce sont les lieux et les objets, parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes dans l'espace. Il y a eu un témoin qui aurait pu en être un, qui est une copine d'école, mais qui est écarté vite. Ça, okay. Exactement. Et du coup, c'est à la manière proustienne, hein, je n'invente absolument rien. Mais tiens, voilà, ce sont ces murs, ces objets qui, par leur présence, font preuve que ça a eu lieu. Par les émotions qu'ils ressuscitent, les images qu'ils font revenir, ils contiennent la mémoire et quelque part une forme de vérité, quoi. Sarah Bourg, est-ce que les lieux, je parlais de cette maison un peu située en lisière de forêt, est-ce que pour vous c'est important justement? Est-ce que ça contient une mémoire? Ça dit beaucoup de choses? Oui, complètement. Je pense que les lieux et tout l'atmosphère en règle générale a son importance. Mais je pense que tous les lieux en fait passent par la subjectivité de la narratrice et son imagination, et qu'il y a peut-être moins de précision. Enfin, l'hypervigilance et l'obsession, et la conséquence de ça, c'est plus peut-être une déformation en fait, de la réalité, où on ne sait plus vraiment quelle est cette maison, quel est ce lac, qui tout de suite va être porteur d'autre chose, de symboles. Enfin, voilà, il y a une sorte comme ça de déformation un peu de la réalité, mais le lieu a tout autant énormément d'importance, parce qu'il est là et il est chargé d'une atmosphère. L'idée du lieu, vous l'avez eu très vite aussi, ça a été cette ambiance, cette atmosphère. Oui, c'est venu vraiment dans ce jeu, dans cette voie. Au début, le lieu était peut-être avait encore moins de précision que dans l'état actuel du texte, parce que c'était vraiment, la narratrice était dans une espèce de géographie un peu floue, où on ne savait pas trop où, comment. Et donc voilà, et puis donc il y a eu cette maison, donc la mer, tout ça c'est précisé, les murs sont arrivés au fur et à mesure, etc. Mais il y a toujours ce doute, ce flou sur ce qui l'entoure. Avec ce côté, oui, parce que c'est vrai que c'est une mère qui peut endosser de multiples identités. On est toujours dans le flou. Voilà, on ne sait pas d'où sa vie antérieure, on ne sait pas trop. Elle dit à sa fille. Enfin bon. Et puis on ne sait pas ce que la fille entend, ce qu'elle en pense. Enfin, tout passe vraiment dans cette subjectivité en fait, dans ce regard. Et voilà. Ouais. Maman, sous sa robe, a enfilé un maillot de bain rouge, très rouge, un peu trop grand pour elle, je crois, à cause des bretelles qui tombent sur les épaules. Je te dépose, elle dit, j'irai nager ensuite. Je crois que maman dirait n'importe quoi à n'importe qui pour faire croire qu'elle est en vie. Et c'est vrai que c'est peut-être ça, finalement. Il y a une force vitale aussi qui l'anime. On est assez frappé quand on vous lit, c'est un beau, quand on découvre. Ouais. Complètement. Et en tout cas, cette force... Cette force vitale de la mère, la fille s'en nourrit complètement, autant dans l'horreur qu'elle a envers sa mère, que dans une espèce de fascination et un amour trop grand pour elle, donc qui déverse vite dans l'horreur, en fait, dans la violence du sentiment. Mais c'est tout à fait lié à une force vitale. Je crois que le point de départ est là, en fait, pour la narratrice et dans son rapport à sa mère. Ce que je n'ai pas dit en entrée de jeu, mais c'est que le livre s'ouvre par la disparition quand même. Il faut le préciser, parce que c'est important. La première page, maman a disparu, c'est pas simple. Il a fallu le redire plusieurs fois, décomposer la phrase, la prendre et la secouer. Maman a disparu. Quelle folie de phrase. Si je la chuchote, les larmes me montent et me brûlent. Si je la prononce avec une voix de fer comme un vieux robot fatigué, maman a disparu, ça me fout la chair de poule et l'impression d'une catastrophe planétaire imminente. Si je la crie, si je la jette loin sur les routes en plein cœur de ces villes qui scintillent et grincent sous ma peau, si je la crie si fort que ma voix casse, alors je crois que ce n'est plus vraiment triste. Pas aussi triste que ça. Je dirais plutôt affolant, sidérant ou encore stupéfiant. Voilà. C'est affolant, sidérant, stupéfiant. Et ça me rend le cœur dingue et étrangement vivant aussi. Voilà, le livre s'ouvre. Il y a aussi ce rapport au langage et à ce qu'elle entend et aux mots, à la multiplicité des significations qu'ils peuvent avoir. Il y a tout ça qui l'a construit aussi. Ouais. Enfin, la vitalité se loge aussi dans le langage qu'elle va entendre, que ce soit sa mère, les femmes du village, les hommes qu'elle entend.
c'est aussi là. Une forme de huis clos un peu aussi, en quelque complètement. sorte. Vous Oui, êtes oui, un une peu, forme il y a un de point huis clos. commun entre Oui, vos deux romans qui ne sont pas Ouais, les ouais. mêmes lieux, mais Non. on est dans une atmosphère de Un peu il y a quelque chose qui étouffe. recentrement. Oui. Vincent Quiville, les lieux, ils sont aussi très importants dans votre roman parce que finalement, il bouge beaucoup. Hein, votre jeune de 17 ans, voilà, et c'était un peu un roman, je dirais, peut-être, allez, j'ose le mot, peut-être d'apprentissage, je ne sais pas, d'initiation, Oui, avec un voyage à la clé, parce qu'il y a Kerouac dans le livre aussi, quand même, oui, tout à fait, qui apparaît à un moment, donc sur la en, route. En fait, moi, c'est plus en termes de territoire en fait que j'ai pensé le livre, c'est-à-dire qu'il y a le territoire de l'enfance, qui est l'Algérie, dont on parle peu. Puis après, il débarque, ayant été chassé d'Algérie, il débarque à Palma de Majorque, donc l'île de Majorque en Espagne, qui est au fond le territoire intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte. Et c'est une île, au fond, et c'est un peu le symbole de l'adolescence pour lui, de ce passage entre son enfance, qui a été une enfance assez confortable, et l'âge adulte, qui va être l'âge de la fuite, au fond, et qui va être en France, à des différents lieux qui vont être les lieux de la fuite. Et donc l'Espagne, comme ça, le début du roman se passe en Espagne, sur une île, et c'est effectivement le symbole du côté un peu clos de l'adolescence, de cet enfermement qu'on ressent un peu et qu'on aspire à quitter justement. Et lui, et tout le début du livre, c'est essayer de se sortir de cet isolement, de cette île qu'est l'adolescence, pour passer à l'âge adulte, dans une espèce de fuite pour essayer de devenir adulte, et dans une fuite qu'il ne parviendra pas à achever au fond. Il restera toujours un enfant de 17 ans enfermé dans cette île symbolique qui est à la fois au début réelle. Et pourquoi l'avoir pris à 17 ans? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, c'est ça le... Oui, c'est ça, c'est vraiment l'âge. Pour moi, c'est l'âge où vraiment on passe de cet état d'enfance à l'âge adulte, où on essaie, en tous les cas, et c'est ce basculement là entre deux états, entre deux personnes, au fond, on devient quelqu'un de différent. Et donc, 17 ans, ça aurait pu être 18 ans ou 16 ans pour certains, ou 15 ans pour les plus matures, mais voilà, 17 ans, c'était parce que moi-même, voilà, le basculement s'est fait à cet âge-là, et pour moi, 17 ans, c'était l'âge symbolique de ce passage. Et après cette structure, 17 plus 1 plus 2, on avance dans le temps, on le fait grandir, il grandit comme il peut, pour revenir. Bon, ça s'est imposé à vous aussi très vite? Oui, c'était cette idée, au fond, de chronologiser un peu son existence. Excusez-moi pour ce néologisme, mais pour mettre au fond en exergue les éléments principaux de sa vie, justement, de ne pas raconter jour après jour son existence, mais juste le prendre à certains moments de sa vie. Alors, d'abord, c'est 17 ans plus 1 mois, 17 ans plus 2 mois, 17 ans plus 3 mois, parce qu'il est dans cette île et que le temps s'arrête, au fond, pour lui, le temps est très lent. Et puis, peu à peu, une fois qu'il part et qu'il fuit, le temps s'accélère. Et du coup, on passe de 17 à, je crois, 18, 19, puis après 20, puis après 40, puis après 50, parce qu'on s'attache qu'au carrefour véritablement de sa vie, où il fait des choix qui sont souvent des mauvais choix, mais à chaque fois, il doit faire il doit choisir un chemin, et c'est à ces carrefours-là que je m'arrête, en fait. Après, vous avez parlé de voix tout à l'heure, Sarah Bourg. Important, la voix, et je pense que c'est vrai aussi pour votre livre, aussi Pauline Perrade. Plutôt qu'en effet, il y a une histoire, mais il y a trouver sa voix, entendre des textes. Vous travaillez dans le théâtre aussi. Je sais pas si c'est vrai que quand on vous lit, on voit très bien ce que pourrait être aussi peut-être le roman dans une adaptation. Je sais pas, je dis ça me vient à l'idée. Théâtrale aussi, peut-être, vous voyez, il y a peut-être quelque chose. Vous, ce qui est intéressant, Pauline, c'est aussi les dialogues qui vont ponctuer un peu ces nuits où la mère est là, tu m'écoutes, t'es là, tu dors, qu'elle demande à sa fille. Bon. Et c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui me viennent en tête, mais je trouve qu'il y a une richesse chez vous aussi, Pauline, sur comment dire, le mélange, finalement, cette différence enfance-adulte n'est peut-être pas si tranchée que ça, en fait. Bon, peut-être que la mère elle-même, qui a aussi par moment les rôles s'inversent. Après, je sais pas, j'y pense là. Vous voyez, c'est un truc, un brouillage, on va dire, des éléments. Il y a tout ça finalement dans votre livre. Et c'est vrai que toutes les deux, vous avez réussi à trouver des voix pour les personnages, pour les différents personnages. Et aussi, ce qui m'a frappé dans vos deux romans, c'est l'importance plutôt l'absence. Je l'ai lu comme ça. L'absence de psychologie. Vous arrivez
c'est très zen, quoi. C'est très sobre. Il n'y a pas de tentative d'explication psychologique tirée par les cheveux. Et ça, je ne sais pas que vous y teniez, j'imagine, Sarah et Pauline, cette absence de psychologie, cet univers. Il y a beaucoup de questions dans cette question. Mais bon, alors d'abord les voix. On commence par les voix. Revenons aux voix. Oui. Non, mais c'est vrai que j'ai parlé du livre de Sarah, mais que dans la voix de ton livre, enfin, je crois que je sais plus si je l'avais dit à ton éditrice ou à toi, je sais plus, mais dans cette voix chant, en fait, il y a vraiment un moment où j'entends aussi la voix de la mère, en fait, qui nous parle à travers, enfin, cette mère un peu sorcière, enfin, c'est vraiment, ou magicienne, ou enchanteresse, on a vraiment le sentiment que c'est aussi sa magie ou sa présence qu'on entend dans le lyrisme de la langue, quoi. Et ouais, ça m'a beaucoup touchée. Enfin, mais sur l'âge, oui. Alors par rapport, pour moi, c'est pas du tout une langue orale. Enfin, j'ai pas du tout cherché à reproduire un phrasé d'enfance. C'était pas du tout, c'est pas du tout écrit comme ça, tout simplement. Mais c'était pas du tout la recherche. C'était plus la langue cherche plus à convoquer des sensations d'enfance, un rapport sensible qui est celui à hauteur d'enfant. Voilà, à quoi on porte attention, qu'est-ce qui se passe dans le corps. C'est plus à ce niveau-là. Mais c'est vrai que oui, je vous rejoins là-dessus, qu'il y a une espèce de continuité en fait entre la narratrice de 7 ans et celle de 30. Il y a le temps passe et ne passe pas. En fait, il y a quelque chose qui reste bloqué dans l'enfance ou qui grandit trop vite. Ça qui est pas, quelque chose comme ça qui est totalement déréglé en fait dans l'évolution de ce personnage. Et pour le coup, c'est vraiment sa voix à elle, quoi, qui est là. Je trouve que la voix de la mère ne lui appartient pas. Et puis on évoquait les lieux à l'instant. Après, je reviens vers vous, Sarah, mais il y a aussi ce changement important. Le roman est composé en 2 parties, âge 1, âge 2. Âge 2, c'est un peu Elsa est encore chez sa mère, et puis elle va s'émanciper, si je puis dire. Enfin, acquérir peut-être une forme d'autonomie. Ça passe aussi par un nouveau lieu à habiter, qui est un studio qu'elle va investir. Voilà. Et donc, c'est important aussi. Oui. Bah le roman est placé sous la protection de Woolf, de Virginia Woolf. Donc, L'âge de détruire, c'est un titre qui est emprunté à son journal. Et c'est vrai que la question de la chambre à soi, du lieu à soi, parcourt le livre. Enfin, la différence pour moi, dans ce que je me suis raconté de ces personnages, c'est que la mère n'arrive pas à habiter son lieu. Elle a un rapport au monde trop précaire, trop violent pour pouvoir se poser. Et on la voit, elle n'arrive pas à installer l'appartement et ensuite elle veut s'en débarrasser. Enfin, l'appartement en soi, oui, c'est ça, est un lieu instable avec toujours des cartons qui traînent. Enfin, en tout cas, au moment où on le côtoie. Et Elsa, au contraire, quand elle est adulte et qu'elle part, elle occupe son endroit. Enfin, et elle occupe sa chambre quand elle est enfant. Il y a quelque chose qui se passe pour elle, qui ne se passe pas encore pour sa mère. Et qui se passait encore moins pour la grand-mère de la génération encore précédente. Moi, je pense que je sais pas si c'est plus actif, en tout cas pour moi, de penser cette question des générations dans le livre par comment une émancipation peut mettre plusieurs générations en fait à se faire, plutôt que de quelle violence on se transmet. Moi, j'ai l'impression que ces 3 femmes, grand-mère, mère, fille, qui est la narratrice, elles sont animées par la même nécessité d'habiter le monde de manière libre, autonome, digne, et que pour y arriver, elles portent les mêmes casseroles et qu'il faut des générations pour réussir à ce que ça prenne corps, en fait. Et oui, pas de psychologie, ça aussi. C'est vrai, c'était la fin de votre question. Oui. Alors, citation de Virginia Woolf dans le journal d'un écrivain, que vous citez en épigraphe du livre, en tête. L'âge de comprendre, l'âge de détruire, et ainsi de suite. Alors, comment comprendre cette citation? Parce que comprendre, détruire, et c'est vrai que c'est finalement un peu le double mouvement tentative du livre. Un peu oui, puis, et de l'émancipation, je crois, par rapport à l'emprise. Alors Virginia Woolf, dans son journal, elle parle absolument pas de ça. Enfin, en plus, c'est vraiment une note. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qu'elle explicite. C'est une note pour elle-même. Je crois qu'elle parle de Shakespeare. Enfin, ça n'a vraiment aucun lien avec la question de l'emprise familiale, pas du tout. Mais en tombant sur cette
phrase, pour moi, ça résumait le livre, en fait. Enfin, et de se sortir d'une emprise telle que celle que le livre raconte, enfin, en prendre conscience et déjà commencer à en sortir. Et en sortir nécessite du coup de voir de plus en plus, quoi. Et en fait, dans la phrase de Woolf, entre l'âge de comprendre et l'âge de détruire, il y a 2 points. Enfin, il y a vraiment un effet de miroir entre ces 2 âges, quoi, qui s'équivaut, qui se regardent, et ainsi de suite, qui raconte bien que ça se fait pas en une fois. Enfin, on coupe pas les liens d'un coup, que ça prend du temps, qu'il faut recommencer, que c'est des allers-retours, etc. Donc, il y a eu vraiment comme l'essence du mouvement dans lequel est pris la narratrice et donc l'écriture aussi, qui était saisie comme ça dans cette phrase de Woolf. Et je crois que c'est très important par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du regard. C'est ça qui exclut la psychologie aussi. Enfin, tout passe par ce qu'elle voit. Et ça a été aussi un travail de réécrit, enfin de correction. Donc, parce que moi, en travaillant, j'avais besoin d'expliciter, d'expliquer un peu les choses pour moi-même, de dire voilà, derrière ça, qu'est-ce qu'elle voit. Donc ça commentait, ça expliquait un petit peu, ça analysait, et en fait au fur et à mesure du travail, j'ai fini par tout enlever pour qu'on soit vraiment face à, pour que la sensation, que le sensible et l'intuition en lisant puisse avoir toute la place d'enquêter comme la narratrice enquête, quoi, qu'on soit vraiment très très proche d'elle, parce que elle n'a pas encore l'espace de comprendre, en fait. Il y avait vraiment dans le brouillon du texte les 2 voix, celle de la narratrice et celle de l'écrivaine, qui essayait de comprendre ce que la narratrice voyait. Et l'écrivaine, il a fallu l'enlever petit à petit pour qu'on puisse traverser l'histoire avec le personnage. Du coup, la citation de Woolf vous a donné l'idée du titre. Ça a été, si je comprends bien, l'âge de détruire. Ouais, ça a déclenché. Je vois aussi parce que la phrase est très belle, et puis par honnêteté, tout simplement, de dire voilà d'où ça vient. Et je crois que comprendre, ça ne veut pas dire expliquer, justement. C'est ça qu'il faut bien saisir. Je pense ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, non, mais j'y insiste, parce qu'on a bien compris qu'en effet... Oui, il y a une... Alors, c'est un peu éloigné, mais sans doute pas tant que ça. C'est un très beau livre de Vinciane Després. Mon Dieu, celui qu'elle a écrit sur le deuil, comment il s'appelle ? Voilà, j'ai un trou, c'est une horreur. C'est les récits pour ceux qui restent. C'est à la découverte. Je connais que ce livre, et là j'ai un blanc. Bon. Ça va revenir. Voilà, dans 2 heures, ça va me revenir. De Vinciane Després, et c'est un livre sur lequel, qu'elle a commencé à écrire parce que c'est comment vivre avec les morts, en fait, leur redonner une place qui n'est pas de pas couper le monde des vivants et le monde des morts, et au bonheur des morts. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et parce que voilà, au début du livre, elle parle d'une émission c'est un peu long, mais ça m'aide à contextualiser ce que je veux dire, mais d'une émission qu'elle a écoutée où l'acteur Patrick Chenet parlait du livre qu'il a écrit suite à la mort de son fils, où il continuait à lui écrire et à prolonger la relation, en fait. Et la journaliste avait dit oui, en gros, c'est une manière pour l'acteur de faire son deuil. Et Vinciane Després a dit mais c'est exaspérant, parce que c'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. Il dit lui que la relation continue. Il n'est pas du tout dans un exercice d'oubli. Il prolonge, il invente autre chose, quoi. Et du coup, elle re-questionne un petit peu comme ça la question du récit, en fait, et de réactiver aussi la part des récits qu'on se fait, et des récits intimes ou des récits qu'on tisse avec l'invisible comme faisant partie de la vie, et pas étant une espèce d'antichambre hyper intime et invalide, quoi. Et elle dit ça, que finalement comprendre, c'est pas expliquer ou réduire, c'est quand je comprends quelque chose, ça veut dire que ça me permet de me raconter des choses autour. Ça provoque d'autres récits en moi. En fait, ça déclenche d'autres. Exactement, ça vient ajouter encore d'autres images et d'autres sens, et pas en donner une seule qui serait collée. Oui, ça laisse ouvert, en plus. Ça ouvre davantage. Ça ouvre davantage, et c'est vrai que c'est aussi dans vos 3 livres, c'est un peu le cas. En tant que lecteur, c'est ouvert, quoi. Vous n'expliquez pas, vous laissez. C'est vrai aussi pour vous, Vincent Kévy, c'est très. Donc je reviens aux voix, aux différentes voix. Je reviens à mes questions multiples en une seule.
Ça m'a frappé aussi chez vous, cette recherche finalement d'une voix, la voix de la fille, la voix de la mère. Il y a aussi ce déplacement, je crois qu'ils viennent d'Espagne, on ne sait pas trop, à un moment donné, elle lui dit qu'elle a connu un homme. Enfin, oui, mais c'est vrai que même le passé de la mère qui est un peu esquissé dans la narration passe toujours par la voix de la fille, en fait, parce que c'est ce qu'elle entend et la manière dont elle comprend les choses aussi, du coup. Et... non, et je rejoins sur Pauline quand elle parlait pour l'absence de psychologie. C'est vrai que moi, pareil, le travail qui m'intéressait, c'était d'être à ras des sensations, travailler une écriture du présent, d'être vraiment toujours dans le présent de cette narratrice, dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle ressent. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de commentaire sur telle ou telle sensation. Et je voulais m'en tenir à ça et ne rien théoriser ou ne rien psychologiser autour. Voilà, et c'est lié à la voix, parce que cette voix-là ne fait part vraiment que de sensations ou de choses qui lui traversent l'esprit ou de ce qu'elle voit ou croit voir, mais elle ne théorise pas, c'est pas réflexif. Je reviens, je parlais de ce master de création littéraire à Paris 8. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Un plus, quelque chose de positif pour rédiger ce livre, pour écrire ce livre? Vous auriez écrit le même peut-être sans master, je ne sais pas. Enfin, question bête peut-être. Ça, je ne sais pas du coup. Mais oui, ce que ça m'a apporté, c'est de lire les autres déjà, de faire des retours sur les textes des autres. Donc d'être vraiment dès le début en partage de son texte, même s'il en est qu'aux prémices, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez fort et d'assez galvanisant dans le fait d'avoir des retours très régulièrement sur son texte, quelque chose qui se construit comme ça. Mais oui, donc ça m'a appris, on apprend aussi à se lire soi-même, je pense. Voilà, en apprenant à lire les autres, on apprend à avoir un recul, je pense, sur son texte, plus ou moins, mais on essaie, voilà. Vincent Quivy, donc vous, livre différent de Pauline et de Sarah, mais il y a aussi, vous laissez aussi au lecteur une marge de manœuvre, si je puis dire. Vous ne remplissez pas forcément les blancs. C'est vrai que ce parcours de ce jeune homme, finalement, est très... Voilà, il va de l'un à l'autre, il change beaucoup de lieux, mais il rencontre un moment Esteban, quelqu'un qui va peut-être beaucoup compter pour lui, qui après, il va disparaître de sa vie. Il y a vraiment vous laissez du champ libre au lecteur. J'ai été frappé par ça aussi. Oui, ça, l'idée, c'est de pas tout dire, au fond. Et pour que le lecteur, justement, puisse, à partir de votre imaginaire, de l'imaginaire de l'auteur, puisse mettre en place son propre imaginaire et remplir les blancs à sa façon, selon sa volonté, ses désirs, son passé, au fond, son parcours. Chacun peut s'approprier la vie du héros et en faire, au fond, un peu, à partir des éléments que je donne, plus ou moins savamment, mais en faire, au fond, sa propre histoire pour s'approprier l'histoire. Parce que l'idée, c'est aussi que c'est une histoire un peu universelle, c'est-à-dire que ce que je voulais aussi montrer, c'est que suivant l'endroit où c'est des banalités, mais suivant l'endroit où on est, à l'époque où on est NAIT, on est au fond, on vit une vie différente et ce que j'ai voulu montrer dans cette histoire qui est les pieds dans la guerre d'Algérie, c'est que ce garçon, il aurait pu avoir une vie très simple, très très calme et très confortable si l'histoire au fond ne l'avait pas bousculé et si son père n'avait pas versé comme ça dans un terrorisme très 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 criminel qui a fait que lui-même en a ressenti les déflagrations, alors que peut-être s'il avait vécu ailleurs à une autre époque, il aurait passé comme ça une autre vie, un autre parcours, et qui se serait sorti indemne de quelque chose qui au fond le tue sans spolier l'histoire. Mais voilà, c'est aussi cette idée que face aussi aux conjonctures actuelles où on est tellement dans le rejet de l'étranger, du migrant, on ne se rend pas compte que celui qui vit ailleurs n'a pas forcément la chance qu'on a nous, et le regard qu'on peut avoir sur ces gens, il faut se rendre compte que c'est des gens qui ne choisissent pas leur destin, qui sont victimes de conditions, d'histoires, etc., comme les héros du livre. C'est-à-dire que voilà, si nous-mêmes nous grandissions au Rwanda il y a 10 ans, peut-être qu'effectivement ce serait beaucoup plus difficile pour nous de se
basé comme un adulte, de créer notre personnalité, d'avoir les bons choix et de se sortir vivant de combats contre soi-même, quoi. C'est ça aussi le problème de ce garçon, c'est qu'il n'a pas les bases, il n'a pas les modèles, il n'a pas, il n'a pas le père, il n'a pas la mère qu'il faut, et que du coup, face à des conditions difficiles, des événements qui le dépassent, il est incapable de devenir adulte. Au fond, il reste à 17 ans, et quand on reste à 17 ans toute sa vie, c'est vrai qu'on a du mal à grandir, quoi. J'évoquais Jack Kerouac sur la route, parce que ça apparaît à un moment donné, aux 3/4 du livre à peu près, et parce qu'il va aux USA, même je crois qu'il bifurque, qu'il s'en va. Bon. Important, Jack Kerouac, c'était aussi une manière peut-être de revenir sur une époque aussi, Oui, c'est une manière de revenir sur une époque, mais c'est surtout au fond le contraste entre Jack Kerouac qui donc trace la route, mais d'une manière volontaire, il décide de partir, il s'approprie sa vie, et au fond son déplacement, c'est une espèce de conquête de territoire. Alors que le héros, au contraire, lui, il est contraint. Il fuit son père, il fuit un certain nombre de gens qui lui veulent du mal, et donc il ne choisit pas du tout son destin, il ne choisit pas du tout cette route qu'il fait, au fond, et c'est une route subie. Alors que Kerouac, c'est une route voulue. Et c'est tout le contraste entre le destin de Kerouac, au fond, qui s'approprie, et le destin de ce héros dont il est absolument pas, il n'arrive pas à maîtriser sa vie, quoi, dont il est la victime, au fond, de son propre destin, en quelque sorte. Je reviens sur mon idée de conte, univers du conte, pour vous, c'est vrai, Sarah, et pour vous aussi, Pauline. Conte un peu, alors cruel aussi, parce qu'à un moment... Bon, je ne veux pas du tout raconter le roman, parce qu'il n'y a pas... Mais quand même, il y a des passages, un peu, on se demande un peu des agissements de la fille. Bon. Et en plus, déjà, j'ai envie de dire, les lieux sont propices à l'univers du conte. C'est vrai, des huis clos. Alors, vous, c'est les côtés nature. Il y a le regard des hommes, aussi, on parlait de regard, aussi les hommes que la fille va croiser. Ça, quand je parle de conte, ça vous souscrivez, oui, cruel, conte noir. Oui. En fait, je me le suis plus dit a posteriori, mais c'est vrai que je n'ai pas commencé l'écriture en ayant l'envie d'écrire un conte cruel. Et je pense que oui, c'est en effet l'atmosphère du lieu et puis le regard de l'enfant aussi, je pense, qui fait ça. Mais oui, je suis d'accord. Pauline, un peu ce côté conte aussi, un peu chez vous, oui, je trouve, oui, complètement. Et je pense que c'est la part de conte qui exclut la psychologie aussi, enfin qui pose aussi le traitement des personnages, tout ça au niveau symbolique, quoi. Enfin et pas psychologique. Est-ce que quand vous avez commencé vos romans respectifs, vous aviez un peu une idée de où vous alliez, du déroulement de l'histoire, de la structure? Est-ce que vous saviez parce qu'on a le sentiment que, voilà, au bon sens du terme, en tant que lecteur, voilà, on est surpris, bon, pareil pour vous, hein, Vincent, on est baladé, mais au bon sens du terme. Est-ce que vous avez un peu une idée de où vous allez, ou c'est totalement le master de création littéraire? Je ne sais pas si... Alors, je n'avais particulièrement aucune idée. Et d'ailleurs, longtemps, j'ai eu aucune idée. Et c'est vrai que du coup, je me suis retrouvée un peu dans ce regard de la narratrice qui, elle, dans l'histoire, cherche, en fait, essaye de comprendre la disparition de sa mère. Et moi, j'étais aussi en train de chercher, moi, en tant qu'autrice, comment j'allais... Enfin, je cherchais le texte, quoi. Donc, c'est vrai que ça a été... mais pendant très longtemps, j'ai vraiment écrit sans ligne, sans plan. Voilà. Ouais, vraiment. Pauline, pareil, sans plan. Ah oui, pareil, oui, non, ouais. Jusqu'au bout. Ouais. Non, moi j'avais plus une idée, peut-être pas très précise, mais oui, je voulais quand même suivre un fil que j'avais défini, et puis après on se rend vite dépendant des personnages concrets, au fond, et on se laisse aller dominer par l'histoire, on se laisse au fond balader par sa propre, ce qui est un peu bizarre, hein, mais par sa propre création qui nous nourrit, et puis qui à la fois nous oriente, au fond. Il y a des carrefours de la façon que le héros prend des carrefours, et l'auteur prend des carrefours à certains moments, choisit pas, revient sur, on prend un chemin, puis on revient en arrière, on se dit non, c'est pas le bon, il faut que je l'oriente vers un autre chemin. Donc il y a cette espèce de process qui est évolutif, et c'est vrai que ce matin là, les auteurs aussi disaient ça, c'est que quand je le reprends maintenant, j'aurais presque envie de changer certains carrefours et de changer certaines
j'ai fait un choix. Et parce que quand j'ai fait des rencontres avec les lycéens, et beaucoup m'ont dit mais c'est un livre qui se termine mal, pourquoi c'est si triste à la fin? Et je me suis dit oui, pourquoi c'est si triste à la fin, hein? C'est vrai. J'ai envie finalement, peut-être que quand je l'ai écrit j'étais très triste et qu'aujourd'hui voilà, maintenant qu'il est paru je suis content et que peut-être j'ai envie que le héros s'en sorte, peut-être même pour faire une suite, mais bon voilà, c'est trop tard. On sait jamais. Et Sarah et Pauline, vous diriez la même chose? Les personnages parfois qui justement vous embarquent, vous baladent un peu, et l'envie peut-être d'écrire une fin différente, je ne sais pas. Enfin, je rebondis sur la question. Là, je me pose plus là. Vous ne posez plus la question. On passe à un autre livre, peut-être. Il y a d'autres projets. Et vous aussi, Pauline? Je me pose plus la question non plus, mais en revanche, oui. Enfin, je vois tout à fait ce dont parle Vincent. Sur le moment, c'est au-delà même des personnages, c'est le texte qui devient plus fort que la personne qui l'écrit et qui impose un peu la direction, qui impose, une direction. Ouais. À un moment, vous écrivez, Sarah, c'est la narratrice, la fille qui dit, pardon, ça c'est vous qui l'écrivez. Ainsi j'ai grandi, parce que le thème c'est comment est-ce qu'on grandit. Ainsi j'ai grandi très vite, comme par inadvertance. Et à force, un beau jour, les robes de maman me sont allées comme un gant. Voilà, on peut dire que c'est ce côté, j'aime bien cette idée d'inadvertance, en fait, qui renvoie un petit peu. On va, si vous le voulez bien, passer peut-être la parole au public. Oui, tenez, vous n'êtes pas loin, donc je vous passe le micro. Oui, je voudrais poser une question plutôt à Pauline Perrinde sur la différence entre l'écriture dramatique et l'écriture romanesque, puisque vous avez écrit de nombreux textes de théâtre et puis vous passez tout d'un coup à l'écriture d'un roman. Donc, quelles sont les différences entre les deux types d'écriture et pourquoi, malgré tout, à peine le roman sorti, vous avez éprouvé la nécessité de le mettre en scène ou en espace, je ne sais pas trop comment dire, comment le théâtre vous semble vous avoir rattrapé encore après cette écriture romanesque. Ne m'en parlez pas. Non, je peux parler de la différence entre écrire pour le théâtre ou écrire un roman. Pour moi, ça vaut vraiment pas, ça fait pas loi du tout, je pense. Oui, pour moi, c'est vraiment deux territoires très très différents. C'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes entrées dans les textes. En fait, écrire un roman, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur les spécificités de l'écriture pour le théâtre. Sur le fait qu'on écrit vraiment, qu'un texte de théâtre est adressé déjà à un tiers qui est l'équipe artistique, où il y a les acteurs, les actrices, on passe totalement. En fait, l'altérité est très très forte d'un seul coup. On se glisse complètement. Il faut convoquer un autre corps parce que c'est le corps qu'on propose sur la page, c'est ce qui va permettre aux acteurs, aux actrices de travailler. Donc, c'est aussi donner du concret pour les artistes qui vont s'en emparer. Et puis, un texte pour le théâtre, c'est une matière qui est finalement très ouverte parce que il y a un intermédiaire entre le texte et les spectateuristes qui est le moment de plateau. Et le moment de plateau va définir une atmosphère, une temporalité, une durée, un rythme, un souffle, une direction. Une équipe va s'en emparer. Et finalement, je me suis dit, en travaillant sur le roman, mais je me suis dit, mais en fait, c'est la mise en scène, les acteurs, les actrices, tout ça, ce sont eux qui racontent, les conteurs de l'histoire pour les spectateuristes, ce sont eux, en fait. Moi, je propose l'étape d'avant. Et alors, il y a différentes écoles sur le statut du texte de théâtre. Moi, je le défends bec et ongle comme matière littéraire, poétique aussi, parce que c'est aussi une expérience de lecture qu'on propose et qui va provoquer un autre geste, quoi. Mais le roman, c'était totalement différent. Ça a été difficile aussi de m'autoriser à le faire. J'avais l'impression de beaucoup plus prendre la parole à l'intérieur du roman, comme un jeu d'écriture qui était beaucoup plus trouble entre la narratrice et l'autrice, et qui était un endroit beaucoup moins distinct qu'un personnage de théâtre, en fait. Après, bon, je sais pas, ça pourrait durer très longtemps, mais c'est vraiment deux entrées d'écrit, deux territoires en fait très très différents. Et
le roman m'a permis vraiment d'explorer le regard aussi. On parlait des lieux, on parlait de, comme un petit peu comme si, peut-être pour le dire de manière un peu plus concrète, un petit peu plus resserrée. Parce que moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui ne se dit pas ou ne voit pas. Et finalement, au théâtre, c'est entendre tout ce qui se dit, tout ce qui est dit à travers ce qui n'est pas formulé. C'est entendre tout ce qui n'est pas dit. Et dans le roman, c'est voir tout ce qui n'est pas vu. C'est vraiment, il y a l'oreille et les yeux, quoi. Le théâtre est du côté de l'oreille et le roman du côté des yeux, pour moi. Et le travail qu'on a fait au plateau avec Justine Bertillot, qui est une artiste de cirque, en fait, c'est un projet qui a un petit peu accompagné l'écriture. Je me suis pas dit après, tiens, maintenant que le roman existe, on va le porter ensemble. C'était un rêve qu'on avait. Tout s'est un petit peu fait en même temps. Il a fallu que j'aille au bout du livre et du texte quand même pour qu'on puisse ensuite s'en emparer. Mais moi, il y a eu un moment où je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie d'y retourner encore dans ce texte ? C'était pas évident. Mais là, c'est devenu complètement autre chose, quoi. C'est pas une adaptation, c'est vraiment un parcours d'extrait. On doit lire que quelques pages du livre, je pense, dans l'ensemble. Le livre est au plateau avec nous. C'est vraiment inspiré du livre et de son espace et de ses personnages, mais c'est un objet autonome. Ouais. En fait, oui, non, j'écris plus pour des formes scéniques, en fait, du texte qui va être destiné à l'oralité. Je travaille beaucoup avec des musiciens, donc sur des textes plutôt poétiques et qui sont faits pour être dits en musique. Voilà. Mais il y a la question de l'oralité, complètement. Bonjour. Alors moi j'ai une question pour Pauline Perrade et Sarah Bourg. Donc on a vu ce sont des romans sur une relation mère-fille. Donc à partir de quel moment en fait les filles sont très admiratives de leur mère au départ et on passe dans une relation d'emprise. C'est-à-dire en gros comment vous distillez les micro-violences au fur et à mesure du roman. Je ne sais pas si c'est clair. Au niveau de la temporalité, de la chronologie. Non, alors plus sans faire de la psychologie, mais comment passer de l'admiration, parce que ce sont quand même des filles qui admirent leur mère, qui sont dans une relation miroir, à une relation qui se détériore et qui devient violente. Alors pour ma part, dans mon texte, je ne crois pas qu'il y ait l'un qui précéderait l'autre. Vraiment les deux sentiments extrêmes, c'est-à-dire la fascination et la violence que ça produit, vont de pair dès le début et l'un n'irait pas sans l'autre. Et je crois que c'est l'extrémité, la radicalité d'un sentiment qui amène l'autre, mais c'est pas un qui va amener l'autre. Pour ma part, ça coexiste. Ah bah oui, complètement. C'est ce qui fait l'emprise d'ailleurs. À la fois l'affection, la dépendance, l'admiration et la violence. Tout a lieu en même temps. Ouais. D'autres questions, remarques ou réflexions? Non, vous avez des projets d'écriture, Pauline, des idées qui germent, des idées. Oui, des idées forcément, mais bon, vous ne pouvez peut-être pas en parler encore, je ne sais pas, mais après un premier, on attend le deuxième, évidemment. Vincent? Oui, de toute façon, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. J'écris tout le temps, oui. Après, ça ne donne pas forcément un roman terminé, mais c'est toujours, effectivement, l'écriture est c'est plus qu'une passion, c'est quelque chose qui aide à vivre, c'est une bulle dans laquelle je me mets pour respirer, quoi. Et je peux pas vivre sans ça. Donc après, ça devient ou pas quelque chose de concret, mais en tous les cas, c'est quotidien, c'est permanent même. Parce que même quand on n'est pas derrière son clavier, on écrit dans la tête, on observe, on dit tiens, ça c'est quelque chose, et puis pour moi c'est un refuge. J'ai besoin de ce refuge, sinon je n'arrive pas à respirer. Pauline, le Goncourt du premier roman, j'imagine que ça a été une super nouvelle. Ça a été
Non, mais je veux dire ça, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre... Je sais pas, question de journaliste un peu. Mais... Oui. Ah non, bah oui, c'était une bonne nouvelle, évidemment. Oui. Non, c'était surtout très, très encourageant. Enfin, ça m'a beaucoup encouragé à continuer. Ouais. Okay. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas si le micro va être assez long, le fil est embarqué, je peux essayer, mais... Alors j'ai une question pour chacun de vous. C'est quelle transformation il y a eu ou pas, modification, quel retravail il y a eu entre la première mouture que vous avez envoyée chacun de vous à votre éditeur et le résultat final. C'est difficile à déterminer. Oui, il y a eu beaucoup de... Moi, j'ai eu beaucoup de... Mon éditrice est là, d'ailleurs, donc je parle sous sa surveillance. Je ne vais pas pouvoir mentir. Mais oui, il y a eu tout un travail d'aller-retour, au fond, et c'est un travail que j'ai beaucoup aimé parce que ça fait vivre le texte, au fond, ça le fait exister. Tout d'un coup, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait s'approprier mon texte et avoir un vrai regard sur le texte et souligner ce qui n'allait pas, ce qui était déséquilibré, en plus mon travail d'écriture c'est un travail de précision, donc j'écris comme si je composais de la musique, quoi. Il faut qu'il y ait une espèce de sonorité, de rythme, et parfois il y a des fausses notes, et comme vous êtes plongé dans votre texte, dans votre histoire, vous avez du mal parfois à sortir et à entendre ces fausses notes, quoi. Et l'éditrice a eu ce travail de me dire bon, là il y a une fausse note, ça va pas, quoi. C'est pas bon, il faut que tu retravailles, ou ce personnage, moi j'y crois pas, etc. Et donc il y a eu tout alors c'est des discussions, hein, c'est pas bah oui t'as raison, je vais tout supprimer, mais le fait de générer une discussion comme ça sur les personnages, c'est très vivifiant, quoi, parce que tout à coup vous avez l'impression que ça existe, quoi. Et on en parlait comme finalement avec mon éditrice, on parlait des personnages, on parlait des amis, quoi. Elle me disait lui il est comme ci, il est comme ça, mais pourquoi il a fait ci, il a fait ça, et j'étais obligé d'expliciter son fonctionnement ou son comportement comme si effectivement c'était quelqu'un que je connaissais et que je devais justifier ses actions, quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a emballé, quoi, qui a fait vivre le texte et qui l'a enrichi, je pense, beaucoup par rapport à la première version. Ouais. Quelque chose par rapport à l'éditeur? Oui, il y a eu beaucoup de versions, beaucoup de retravail. Voilà, après on a plus travaillé, je crois, sur l'agencement du texte. La voix, je pense qu'elle était là dès la première version. L'atmosphère aussi, les lieux n'ont pas changé. Par exemple, il y a eu tout un travail d'agencement, voilà, de montage, de rajout. Donc il y a eu plusieurs versions. Ouais. Oui, moi, il y a eu du travail aussi après. En fait, dans la version... la première version que l'éditeur a lue, c'était une version un peu plus éclatée, où on était vraiment dans les séquences et dans ce qui se passe, mais c'est peut-être un vieux réflexe de théâtre d'ailleurs. J'avais pas vraiment... l'appartement n'était pas hyper décrit. Enfin, il y avait comme une cartographie du lieu sans que vraiment tout soit absolument décrit. Et l'éditeur m'a dit ça serait peut-être bien juste que vous décriviez un peu l'appartement. Et en fait, je pense qu'il a été un peu effaré de voir que ça m'a fait tout reprendre, quoi. Donc, oui, je pense qu'à un moment, on en parlait tout à l'heure, il m'a dit maintenant il faut arrêter parce qu'en fait j'ai tout réécrit. C'est comme s'il avait poussé un domino et que ça a absolument tout déplacé. Oui. Les conséquences que ça peut avoir. Merci beaucoup de votre attention. Merci donc Sarah Bourg, Maman la nuit, donc Notabilia, c'est noir sur blanc. Pauline Perral, L'âge de détruire, Goncourt du premier roman aux éditions de Minuit, et Vincent qui vit, Ni pleurs ni pardon, donc aux éditions de l'Observatoire. Je vous invite à poursuivre la discussion et voilà, vous allez donc dédicacer vos romans respectifs tout près d'ici. Merci beaucoup, et merci à vous.